Bonjour, bonjour tout le monde. Comment ça va? Je suis désolée, on est un peu en retard. Il y avait de la technologie à régler avant et tout va bien. C'est bon, ça roule. Ouf. Bonjour tout le monde. Du coup, aujourd'hui, c'était pas prévu qu'on fasse ce qu'on a prévu de faire. On va parler un peu de l'actu qu'il y a sur l'ouverture ou pas des librairies pendant le confinement. Pas pour en rajouter une caisse, évidemment, parce que je pense qu'on a déjà entendu tout et son contraire. Mais plutôt pour en parler d'un point de vue assez concret, les enjeux que ça soulève et surtout comment on fait pour accéder à des livres quand les librairies sont fermées. Parce que c'est ça qui nous intéresse, nous, comment on trouve des livres. Alors ce que je vous propose, c'est qu'on discute un peu de 2 articles qui sont sortis simultanément, un sur Mediapart et un sur Actualité, qui parlent de cette question-là, qui ont 2 postures complètement différentes, et on en arrivera à faire une espèce de petit catalogue vite fait des ressources qu'on peut utiliser pour accéder à des textes. Et puis, si on a la foi, si vous êtes d'accord, on fera un cetera pour changer de outer tout à l'heure. Ok. Commence par quoi? Bon, on parle des articles. Donc vous avez dû entendre la complainte des libraires pour ouvrir les librairies, que c'était un scandale que les librairies ne soient pas considérées comme des commerces de première nécessité, que c'était d'autant plus scandaleux que la Belgique avait reconnu les librairies comme commerces de première nécessité. Et au final, j'ai l'impression qu'on a un peu oublié le cœur du problème, qui n'était pas tant de savoir si les livres étaient de première nécessité, mais de savoir comment on gère la pandémie en ce moment. On nous a reconfinés pour limiter la propagation du virus, et si on ouvre tout, c'est pas sûr qu'on s'en sorte. C'est pas sûr qu'on sorte un jour du confinement. Alors, je vais peut-être commencer par l'article de Mediapart qui est assez cool. Attends, je m'éloigne 2 minutes du micro. On a 3 ordinateurs autour là, c'est un peu compliqué. Dans l'article de Mediapart, on fait, le journaliste, je sais pas qui. Antoine Perrault nous fait une espèce d'enquête où il fait le tour des librairies un peu en Bretagne, un peu dans le sud de la France, et chaque libraire y va de son petit mot pour nous dire à quel point c'est scandaleux qu'on n'ouvre pas parce qu'on vit dans une période particulièrement oppressante, particulièrement marquée par l'obscurantisme venant de tous bords, et que on vit dans le pays des Lumières, et que la lumière, c'est aussi les livres, et qu'il faut protéger les petits commerçants, les petits libraires, il faut protéger la lecture. C'est un article qui est assez intéressant parce que c'est que des petits libraires indépendants qui sont interrogés, c'est pas des représentants des grandes chaînes. On a le premier témoignage, je m'éloigne un peu, c'est Ali Saad qui tient une librairie à Douarnenez, donc à côté d'ici, pas très loin. Et son propos est assez intéressant parce que lui, ce qui l'intéresse particulièrement en tant que libraire, c'est l'accès aux livres pour les personnes que la lecture n'intéresse pas. Ou comment on fait pour propager la lecture chez des gens qui ont des a priori négatifs envers elle, ou qui n'ont pas eu accès à ce plaisir culturel-là pour une raison ou pour une autre. Et donc lui, il est vraiment dans une posture de c'est dommage parce que on n'a pas accès aux livres, et franchement, on peut pas aider à la littératie comprise dans le sens d'alphabétisme, mais pas strictement linguistique, mais l'alphabétisme au sens d'apprentissage de certaines techniques, de certaines pratiques, si vous voulez. Il soulève le fait que si on ferme les librairies, on ferme aussi une porte à ce genre de contact, parce que le libraire, ça reste un médiateur, un passeur de littérature, un passeur de culture, c'est pas qu'un commerçant. Le libraire a un statut particulier, comme le bibliothécaire. C'est pas des
c'est pas des commerçants du livre, c'est pas comment dire, c'est pas qu'une question de business. Il y a quelque chose lié à la médiation sociale, à la médiation culturelle, et c'est un vecteur important de la vitalité du milieu, comme de lien social. Les bibliothèques, par exemple, sont vraiment des lieux de lien social. Et donc, cet article soulève pas mal de points assez intéressants. Je vous mettrai le lien. Là, je l'ai pas. J'ai que le PDF. Je vous mettrai le lien dans la description. Et alors, j'ai relevé 2-3 phrases qui m'ont paru quand même assez pertinentes sur les enjeux que soulevait cette prise de position-là. Notamment, alors je cite, « La librairie de Murat ne saurait par ailleurs se satisfaire de la décision moyennement courageuse ayant consisté à empêcher les supermarchés de vendre des livres, comme s'il fallait étancher une soif de vengeance des petits contre les gros. » Et c'est assez juste ce qui est dit là, parce que c'est pas qu'une question de fermer les rayons de supermarchés. Enfin, les supermarchés, ils font leur business, c'est le supermarché. Et fermer les rayons de supermarché pour ne pas ouvrir les petits commerces, pour laisser les champs libres aux GAFAM, c'est pas un smart move. Pour le dire autrement, c'est pas un geste malin à faire. C'est pas comme ça qu'on sauve l'économie quand on est dans une perspective de sauver l'économie. Surtout si c'est pour donner de l'argent à des entreprises qui ne vont pas venir payer leurs taxes ici, quand bien même elles retirent un grand bénéfice du marché que représente la France. Et c'est assez intéressant parce que je crois que les petits commerçants, quels qu'ils soient, n'ont jamais demandé la fermeture des supermarchés, ils ont juste demandé leur ouverture. Donc c'est assez pertinent. Et puis il y a un côté très infantilisant, genre bon, on va leur donner une sucette parce qu'ils sont pas contents. Bon, je pense qu'on peut quand même partir du principe que les commerçants ne sont pas hop, attendez, le son est un peu bas. Ne sont pas des enfants, ils sont assez autonomes et je pense qu'on peut les considérer comme des adultes, comme on pourrait considérer tout le monde comme des adultes. Mais bon, et il y a une autre libraire qui témoigne. Pourquoi s'acharner contre les livres alors que tant d'exceptions sont consenties des merceries aux magasins de bricolage? Et je trouve que c'est aussi intéressant. Ah, bonjour! Hausse le son. Oui, c'est bon, vous m'entendez bien? Vous me dites, hein? Là, je suis au max. J'ai pas la voix qui porte, je suis vraiment désolée. Bonjour Lenny Wen. Oui, nickel. Ok, cool, merci. Donc j'en étais. Ouais, les magasins. Alors moi, j'adore la couture. J'étais très frustrée pendant le premier confinement que les merceries soient fermées parce que j'aurais bien aimé avoir plus de matériel à disposition. Mais oui, il y a quand même cette hiérarchie qui est établie entre le magasin de bricolage, la mercerie et les librairies. Et c'est assez étonnant parce que déjà, ça pose le livre comme un bien de consommation comme un autre. Ce qui est assez inquiétant, je pense. En tout cas, moi, ça m'interroge. Et puis, c'est un bien de consommation comme un autre, mais pas un bien de consommation essentiel. Et j'ai l'impression qu'on tombe dans une espèce de faille, là, dans le système. Mais bon. Donc, c'est un article que je vous conseille qui s'appelle comment? J'ai raté le titre. Parole des libraires peu enclins à la réédition, qui a été publié le 3 novembre sur Mediapart. Donc, encore une fois, pour ceux qui sont arrivés en cours de route, je mettrai le lien. Ah, j'ai une alerte. Ah mince. J'ai pas vu, mais merci. J'ai l'écran qui est tout petit, je vous vois pas. Attendez, je vais essayer d'augmenter. Ouais, c'est bon. Et du coup, merci beaucoup. Voilà, je vous mettrai les liens en description, ou comme j'ai fait la dernière fois. Si vous savez trouver la dernière fois, c'est que c'était trouvable. Ok, et donc là, c'est le point de vue de faut ouvrir les librairies. C'est important, faut ouvrir la librairie, c'est un bien de consommation essentiel. Il y a du mépris envers les petits commerçants et les petites librairies indépendantes à ne pas les ouvrir. Et c'est pas faux. En tout cas, le contexte a l'air de nous dire que c'est pas faux. Et puis, il y a l'autre point de vue, qui est donc un article que j'ai trouvé sur Actualité. Alors, Actualité, je vais vous l'écrire. Je vous l'écris dans le chat. Actualité, avec 2 T. C'est un site d'information littéraire. C'est trop bien si vous êtes intéressé par l'actualité de la littérature en général, que ce soit les festivals, les salons,
ou toute autre information qui a à voir de près ou de loin avec la littérature, c'est trop bien. Vous pouvez avoir l'infolettre, la newsletter qui vous arrive tous les jours. C'est hyper chouette. Je dois avouer que je passe un temps fou depuis quelques semaines sur ce truc-là. Et il y a énormément d'articles qui sont postés, surtout en ce moment, sur cette question des librairies. Et c'est vraiment très, très intéressant, très pertinent. Les gens qui y travaillent sont vraiment très... ils ont une... Enfin, je sais pas, ils sont vraiment très professionnels et c'est super chouette. Et donc, cet article-là, qui s'appelle « Ce n'est pas eux qui sont mis en danger », entre guillemets, ces libraires inquiets d'une réouverture. Donc là, c'est une enquête d'Antoine Houry, qui interviewe en fait plusieurs libraires sur leur rapport à la réouverture, au déconfinement des livres. Et on a un point de vue qui est complètement différent et tout aussi intéressant, et peut-être plus intéressant parce qu'il met en jeu des problèmes que ne soulève pas l'article de Mediapart. C'est que rouvrir les librairies, c'est important peut-être, mais on est dans une situation d'épidémie. Donc rouvrir les librairies, ça veut dire de facto mettre en danger des gens, ça veut dire créer des lieux de réunion, des lieux de circulation du virus, et il y a du personnel qui va devoir travailler là, et ce personnel-là, il a probablement une famille, et donc des cas contacts potentiels, et si on rouvre les librairies pour mettre en danger la vie du personnel qui y travaille, c'est peut-être pas un smart move non plus, étant donné que si elles ont été fermées, c'était notamment pour pallier ce problème-là. Et donc, évidemment, il y a cette question de si on rouvre les librairies, qui vont les faire tourner. Et au final, ceux qui veulent que les librairies rouvrent, ce sont les éditeurs, ce sont les écrivains les auteurs dans une moindre mesure, mais les propriétaires de librairies. Mais le personnel qui y travaille, c'est lui qui va être concerné par ces mesures de réouverture. Le livre, c'est quand même comme ce n'est pas un bien comme un autre, c'est aussi quelque chose que l'on touche, que l'on feuillette. Et les libraires vont pas avoir plus de temps, leurs horaires ne seront pas aménagés. Je peux pas rester, mais je repasserai. Ton stream a l'air super intéressant. Et j'aime beaucoup le titre. Merci. Et à tout à l'heure ou à plus tard. Il y a un autre stream vendredi si tu veux. On aura un invité sur la science-fiction. Donc quand tu veux, ce sera avec grand plaisir. Et donc j'en étais où? Je suis désolée, je suis un vrai curé si je m'arrête pour lire des messages, je perds un peu le fil. C'est une compétence qui va s'améliorer avec le temps. Donc si on rouvre les librairies, il va y avoir cette question du personnel qui ne sera pas forcément payé plus cher, qui n'aura pas forcément des conditions de travail plus faciles, et au contraire. Et c'est là que le problème de la réouverture, c'est un peu le problème qu'on a mis de côté, c'est encore une fois celle du petit personnel, quoi. Hein, parce que depuis le début de cette épidémie, on voit bien que ceux qui trinquent, c'est les plus précaires, c'est ceux qui n'ont pas des postes à responsabilité, c'est ceux qui n'ont pas les décisions, c'est ceux qui subissent ces décisions, et c'est peut-être pas très malin de faire toujours peser le poids d'une épidémie sur les épaules des mêmes. Et dans cette enquête-là d'Antoine Houry, ce qui est assez intéressant, c'est que les gens qui témoignent ont tous témoigné de façon anonyme, ça a été relevé par l'auteur de l'article, ont tous témoigné de façon anonyme de peur de perdre leur travail. Et donc on se retrouve dans une situation où les propriétaires de librairies, ceux qui n'ont de compte à rendre qu'à eux-mêmes, eux, ils sont plutôt pour une réouverture parce que c'est dans l'intérêt du business. Surtout que là, on est dans une période charnière entre la rentrée littéraire et Noël. Et effectivement, c'est un marché. Enfin, il y a quand même un quart du marché du livre qui se fait dans cette période-là. On comprend l'inquiétude des libraires. Mais le petit personnel qui, lui, met son travail en jeu s'il parle contre une réouverture des librairies, on les entend moins. Et pourtant, c'est tout aussi intéressant. Alors, j'ai relevé aussi quelques phrases qui m'ont paru particulièrement éclairantes sur l'enjeu qui était soulevé dans cet article-là. Attendez, j'essaie de déplacer le micro pour qu'il me suive. Alors, une question ne tarde pas à se poser. Et que veut-on dire exactement? Que le livre est essentiel ou qu'acheter des livres est essentiel? Et je crois que c'est une question qui est hyper pertinente. Bah oui, c'est quoi qu'on nous demande là quand on nous prend la tête tous les 4 matins, ouvrir, fermer, baisser le prix des tarifs postaux,
ou fermer les rayons des supermarchés. Qu'est-ce qu'on nous dit en fait? Est-ce que c'est le livre qui est important ou est-ce que c'est acheter des livres? Du coup, est-ce que c'est faire marcher l'économie? Parce que l'économie du livre, c'est quand même, de ma perspective, ça me semble être une économie assez particulière qui fonctionne sur le best-selling. Les Amélie Nothomb qui sortent des ouvrages tous les ans au moment de la rentrée littéraire, les Marc Lévy dont il y a une promotion publicitaire considérable à chaque fois qu'il y a un nouveau livre qui sort, les grands prix, les prix littéraires qui sont aussi une façon de prescrire de la littérature, prescrire dans le sens où on va conseiller certaines lectures. C'est les gens qui sont récompensés par les prix sont souvent issus des grandes maisons d'édition, donc Gallimard, Actes Sud, Flammarion, enfin les premières maisons d'édition qui vous viennent à l'esprit. Pardon, j'ai le chat qui va faire sa crotte à côté à chaque fois. C'est ces livres-là qui vont être diffusés dans les médias généraux ou les médias mainstream. Et je suis désolée s'il y a un bruit de gratte-gratte, c'est le chat. Et vous savez pas l'odeur. Mais oui, ce sont ces livres-là qui vont circuler. Et c'est... comment dire? C'est un peu... c'est un peu comme vendre une voiture, quelque part. Je dis pas que les livres qui sont récompensés et les livres qui participent à la rentrée littéraire sont des mauvais livres ou ne sont juste que des biens de consommation. C'est pas du tout ça que je dis. Mais évidemment qu'il va y avoir, quand il y a 200 titres qui sortent à la rentrée littéraire, je dis 200 au pif, je sais que le chiffre est considérable, mais j'ai pas les statistiques en tête. Mais quand il y a 200 titres au pif qui sortent à la rentrée littéraire, à un moment, non seulement les libraires ne peuvent pas tout vendre, et puis le lectorat qui cherche à se renseigner sur ce qui vient de sortir, il ne peut pas tout trouver non plus, il ne peut pas tout lire. On est tous contraints par nos horaires, Attendez. C'est bon le chat? Non, bon tant pis. On peut pas tout lire, on peut pas tout trouver, et forcément on a besoin que quelqu'un nous dise bon y a ça qui est sorti, ça c'est vachement bien, lisez ça. Si ça vous intéresse, lisez ça. Et évidemment, et c'est aussi ce que je vous disais, que le libraire était un prescripteur et un passeur de littérature, c'est aussi son rôle de faire le tri dans ce qui sort. Mais évidemment que on va mettre en avant certains auteurs, des auteurs bankable. Et c'est pareil en science-fiction, quand on met en avant, en science-fiction, dans la littérature de l'imaginaire, quand on met en avant toujours les mêmes écrivains, c'est un peu gênant quand on parle d'imaginaire à un libraire généraliste et qui nous fait Bernard Werber, Stephen King, Maxime Chatham. Oui, ouais, peut-être, ouais, oui. Bon, déjà c'est trois mecs blancs, bon. Mais surtout, non, c'est pas que ça, quoi. Je veux dire, ces gens-là, si un lectorat ne s'y connaît pas, il va aller dans les librairies, il va les trouver. Il n'a pas besoin du libraire pour lui dire Stephen King. Oui, Stephen King, il le trouvera. Il est assez médiatisé comme ça. Mais ce qui est important, c'est de parler des auteurs qui sortent leur premier roman, de ceux qui ont une petite carrière qui est pas hyper médiatisée. Ce qui est souvent le cas d'ailleurs pour les littératures de l'imaginaire, c'est souvent pas des écrivains qui ont une super carrière hyper médiatisée et qui sont des super best-sellers. Être un best-seller dans la littérature de l'imaginaire, en termes de chiffres, ça n'a rien à voir avec le fait d'être un best-seller dans la littérature générale. On ne touche pas le même public, on n'a pas la même audience médiatique. Et puis, j'ai l'impression que la caméra, elle fait des trucs bizarres. Bon, vous me dites si c'est pénible, j'essaierai de nettoyer l'écran. Les écrivains de l'imaginaire, ils ont tendance à marcher sur le long terme. Ce qui fonctionne avec eux, ce qui va reconnaître la qualité d'un écrivain, c'est est-ce qu'il va se vendre régulièrement sur le long terme. Et il y a des écrivains aujourd'hui qu'on considère comme des références, des auteurs, on avait dit la dernière fois, on utilisait le mot auteur, des auteurs qu'on considère comme des références du milieu, qui sont des références parce qu'ils ont vendu relativement peu de livres, mais de façon incroyablement régulière, avec des éditions qui sont rééditées justement plusieurs reprises. Et c'est pas du tout la même logique de marché pour les littératures de l'imaginaire. J'allais dire littérature de genre, mais le policier est venu à la mode, donc ça marche pas pareil. Ça marche, on va dire que ça marche auprès du public généraliste, ça marche beaucoup plus mieux et c'est beaucoup plus facile, j'ai l'impression, d'atteindre un public généraliste avec un thriller que d'atteindre le même public avec des littératures de l'imaginaire. Donc oui, pour en revenir à l'article,
il est où le propos de dire il faut ouvrir les librairies? Est-ce que c'est vendre un livre ou est-ce que c'est avoir accès au livre? Et dans ces cas-là, si la question c'est de vendre un livre, bah oui, il faut ouvrir les librairies. Quoique, on peut vendre un livre sans avoir une librairie, sans utiliser les GAFAM. On peut faire les deux et on va en parler tout à l'heure. Mais si c'est avoir accès au livre, eh ben, on peut avoir accès à une quantité incroyable de littérature, de tous les genres, dans toutes les langues, sans avoir à ouvrir des librairies et à mettre en danger le personnel de ces librairies-là. C'est vraiment... je pense qu'on fausse le débat en mettant en angle mort ces questionnements-là. Parce que, et c'est ce que relève l'enquête, qui est hyper intéressante. Pareil, je vous mettrai les liens en description. C'est ce que relève l'enquête, c'est que finalement, on est sur une logique une logique capitaliste, quoi. Alors, je vous lis un autre passage qui est hyper intéressant, enfin, qui me semble hyper intéressant. Je vous lis 2 passages coup sur coup, comme ça, j'aurai pas à vous refaire la lecture après. Donc, dans une économie capitaliste, je cite, dans une économie capitaliste, la lutte des classes n'est évidemment jamais terminée. Et l'article cite le témoin. Ce ne sont pas les principaux intéressés qui parlent, entre crochets, donc d'ouvrir les librairies. Ce n'est pas eux qui sont mis en danger dans le contact avec le public. Je comprends par contre que cela part d'un bon sentiment, mais sans souci de la réalité du terrain. Relève une libraire, entre guillemets, polyvalente, qui fait, entre guillemets, un peu tout dans la librairie. Oui, le travail prime sur la santé, c'est une idéologie dominante. Et oui, voilà, en fait, tout ça pour vous dire qu'il y a vraiment cette démarche capitaliste du livre, enfin du marché du livre, qui est incroyable, quoi. Enfin, qui me paraît complètement malvenue. Vraiment malvenue, enfin, malvenue et en même temps tellement représentative de la situation dans laquelle on est, mais... Enfin, j'espère que j'ai été claire, j'espère que je suis claire. Évidemment, vous me dites si ça va pas, si vous êtes d'accord, pas d'accord, si vous êtes plutôt team Mediapart ou team actualité. Mais voilà. Et c'est, je sais pas, je trouve que ce débat des librairies, il est vraiment très exemplaire de la valeur de la culture aujourd'hui. J'ai l'impression que la culture, c'est un peu, sans avoir de discours partisan ou quoi que ce soit, j'ai l'impression que la culture, ça a bon dos aujourd'hui. C'est qu'au nom de la culture, on tolère ou on interdit des trucs, on met en valeur certains milieux contre d'autres. Et je suis pas sûre que ce soit vraiment ça qu'il faille chercher en ce moment. Enfin, de manière générale et encore moins en ce moment, si on trouve à s'opposer sur des questions comme celle-là, on va pas s'en sortir. Et puis, il faut pas oublier dans ce débat-là que on est quand même... C'est toi, Weshden? Alors non, je suis pas Weshden, je ne chante pas. Attends, c'est une chanteuse, non? C'est une chanteuse ou une chanson? C'est les deux, je ne sais pas. Je ne sais pas, enfin bref. Ouais, il faut pas oublier que dans ce débat-là, c'est intéressant de savoir s'il faut ouvrir les librairies ou pas, mais il faut pas oublier que le vrai débat, il est pas là. Le vrai débat, il est est-ce qu'on rajoute des lits dans les hôpitaux? Est-ce qu'on s'occupe des conditions de travail des plus précaires, ou même des télétravailleurs, parce que le télétravail, c'est à la fois un privilège quand on peut le faire en pleine épidémie et en même temps aussi des contraintes qui sont pas faciles à gérer. Moi, je me retrouve à faire du télétravail pour la fac et je vous jure, c'est pas drôle et j'ai pas de charge de cours ce semestre. Et je dois vous avouer que je suis en compassion incroyable envers mes collègues qui doivent gérer les cours à distance avec des conditions d'enseignement qui changent tous les 15 jours. C'est vraiment difficile et le vrai débat, il est pas là. Il est pas là. Enfin, il est là. Il est pas dans la vente des livres, savoir s'il faut ouvrir les librairies ou pas. Non, est-ce que le vrai problème, c'est est-ce qu'on a des lits dans les hôpitaux pour faire face aux vagues de malades qui en ont besoin? Est-ce qu'on a les moyens de protéger les personnes dans les établissements hospitaliers
Ah, qu'est-ce que ça veut dire EHPAD? J'ai oublié. Enfin bref, pour les EHPAD, quoi, les maisons de retraite, les seigneuriales, tout ça. Est-ce qu'on a les moyens de s'occuper des gens, de la santé des gens aujourd'hui? Est-ce qu'on a les moyens de protéger? Est-ce qu'on a les moyens d'accompagner tous ceux qui vont perdre leur travail? Ça, c'est des vrais enjeux. Ouvrir les librairies. Bon, je suis pro-littérature, je suis pro-livre, je suis pro tout ce que vous voulez, mais il y a un moment, il faut peut-être remettre en perspective les débats, quoi. Enfin, je sais pas, j'ai l'impression. Après, tout ça, ça n'engage que moi, évidemment. Vous avez le droit de pas être d'accord. Alors, du coup, on va peut-être... Je ferme mon ordinateur numéro 3. Je vous propose de faire un petit point, du coup, un petit bilan sur comment on fait pour trouver un livre. Alors, c'est sûr que si on soigne les gens, on peut rouvrir les librairies. Bah oui, bah évidemment. Si tout le monde est à l'hôpital, le librairie peut bien rouvrir, ça va pas changer grand-chose. Il y aura pas plus de lecteurs, évidemment. Du coup, je vous propose, si vous êtes d'accord, qu'on fasse un petit point sur comment on fait pour se procurer des livres sans passer par les GAFAM. Alors, je vais faire un truc. Je vais vous montrer mon écran. Attendez, je prépare. Alors, est-ce que vous voyez? Oui, vous voyez mon écran. Très bien. Alors, ça, c'est Actualité, c'est le site dont je vous parlais. Si vous avez la curiosité d'aller voir, c'est vraiment trop bien. Ça suit le... Ouais, ça suit. C'est vraiment chouette. Ils ont... quand il s'agit des littératures de l'imaginaire, ils sont vraiment cool parce qu'il y a un journaliste qui s'appelle Nicolas Gary qui travaille là-dedans, enfin qui travaille pour Actualité. Et il fait vraiment des super... Enfin, je trouve qu'il s'occupe bien de l'actualité du milieu et c'est vraiment chouette. Les articles sont vraiment très très bien. Vous avez des super photos. Voilà, regardez encore une fois la science-fiction. Sainte-Beuve, Netflix et les Ouïghours. Ah oui, carrément. C'est un peu courageux d'avoir un titre pareil. Mais bon, voilà, tout ça pour vous dire que ça existe, c'est trop bien. Et si vous êtes curieux du milieu du livre, allez-y, ce sera toujours trop cool. Alors, du coup, en restant sur Actualité, et je vais pas vous faire un catalogue qui durera 2 heures, hein, vous inquiétez pas. Mais ils ont publié une carte des 700 librairies indépendantes pour acheter ces livres pendant le confinement. Donc c'est un article de Clément Solin, je ne sais pas comment ça se prononce, je suis désolée si je le prononce mal. Donc bon, vous avez un petit peu de blabla contextualisant, et puis vous avez cette carte qui vous permet de savoir où sont les librairies indépendantes. Alors, si on va plutôt en Bretagne, qu'est-ce qu'on a en Bretagne? Plein. Alors, on est où là? On est le marque-page à Quintin. Vous voyez, c'est hyper pratique si vous voulez chercher des trucs pour des livres. Voilà, donc il y a ce genre d'outil qui a été fait. Donc n'hésitez pas à aller voir si vous avez besoin. Le premier truc à faire dans tous les cas, c'est de regarder si votre librairie à vous, celle dans laquelle vous allez tout le temps, elle a un site de vente en ligne. Ou si vous pouvez les appeler pour acheter à distance des trucs. C'est le premier truc à faire plutôt que de passer par les GAFAM pour acheter un livre. Donc on a cette carte des 700 librairies indépendantes. Comme le reste, hein, je vous mettrai tous les liens. Comme ça, je peux peut-être vous les mettre maintenant. Ah. Ok. Et Actualité propose également cette page télécharger gratuitement des livres numériques qui sont en fait... c'est une espèce de répertoire des classiques triés par auteur. C'est pas mal. C'est vraiment pas mal. Il y a un petit peu de tout. Vous avez la rentrée littéraire en podcast. Vous avez pas mal de trucs. C'est vraiment chouette. Bon, après, c'est pas forcément de la recherche. C'est pas indexé de façon hyper pratique, mais enfin, faut parcourir les pages, quoi. C'est pas super pratique, mais ça vous renvoie vers des bases de données qui vous donnent accès à pas mal de trucs pour les grands classiques. Donc c'est cool. Et de toute façon, vous savez que tout ce qui est dans le domaine public est gratuit. Tous ces auteurs-là étant morts depuis plus de 90 ans, 80 ans, ils sont tous dans le domaine public. Et que si, dans tous les cas, vous préférez passer par Amazon ou Google ou tout ça pour télécharger des livres qui font partie du domaine public, bah, vous pouvez le faire parce que ça vous coûtera rien. Et ça leur fera utiliser du serveur pour
des fichiers qui ne leur rapporteront pas un centime. Donc vous pouvez le faire si c'est pour des livres en libre accès. Mais il y a des trucs cool, il y a Edgar Allan Poe. Moi, je prêche toujours pour ma chapelle, je suis toujours en sorte de prêcher pour ma chapelle, mais voilà, bon, vous avez ça qui est à disposition aussi. Je vais peut-être pas vous mettre tous les liens dans la description, c'est peut-être pénible. Bon, vous me dites. De toute façon, je mettrai tout à disposition après. Dans le truc domaine public, vous avez évidemment accès à la BNF, Gallica. Alors Gallica, c'est le site de la Bibliothèque nationale de France. C'est un site qui est vraiment chouette. Pour s'y perdre, c'est vraiment hyper intéressant. Enfin, on s'y perd facilement et il y a énormément de documents d'archives. Le truc, c'est que si vous cherchez un texte en particulier, un roman ou quoi que ce soit, vous allez tomber sur des manuscrits beaucoup, parce que c'est l'intérêt de la Bibliothèque nationale, c'est des archives. Et donc, vous allez tomber probablement sur des manuscrits. Mais ça peut être intéressant de lire les manuscrits. Enfin, si vous voulez, ils ont fait ça bien. En plus, ils ont changé la première page, enfin la page d'accueil. Et ça, c'est trop bien. C'est des trucs à découper. Je sais pas si vous avez fait ça quand vous étiez petit. Moi, je faisais ça quand j'étais gamine, le dimanche après-midi. C'est des poupées en papier. Bon, bref. C'est vraiment trop chouette. Donc voilà, Gallica, c'est vraiment bien. Sinon, il y a tous les livres de revente directe par les libraires eux-mêmes. Vous avez la place des livres, place des libraires, pardon, placedeslibraires.fr, librest.com, qui sont pareils, je vous mets les liens là. C'est des sites d'achat en ligne, mais des librairies indépendantes. Donc vous ne passez pas par un revendeur extérieur, c'est les librairies qui revendent leurs livres par ces moyens-là. Et ça, c'est pour le neuf. Si vous voulez des livres d'occasion, il y a 3 sites qui sont trop bien. Il y a recyclelivre.com, Momox, momox-shop.fr et Better World Books. Recycle Livre c'est français. Leur entrepôt est basé au milieu de la France, je crois. C'est vraiment trop bien. Moi, dans mon domaine, je trouve vraiment beaucoup de trucs intéressants. Les livres, il n'y a pas de frais de port et c'est du livre d'occasion à prix plus que correct. Momox, c'est un site allemand. Si vous êtes familier de tous les sites genre Amazon, la Fnac et tout ça, dans les livres d'occasion, il y a toujours la liste des revendeurs. Et c'est comme ça que j'avais trouvé Momox, parce Momox est revendeur sur tous ces sites-là. Et au bout d'un moment, je me suis dit, ah, mais Momox, s'il vend, et sur, à l'époque, Prime Minister, là, c'est comment ça s'appelle maintenant, Rakuten. S'il vend sur Rakuten, s'il vend sur Amazon, s'il vend sur la Fnac, peut-être, en fait, il vend tout court sur son truc à lui. Et c'est comme ça que j'ai trouvé Momox. Donc, ils ont un site où vous pouvez vendre vos livres via ce truc-là, et vous pouvez acheter. Et ils ont un service client. Moi, un jour, j'ai commandé un livre, j'ai eu un pépin dans l'adresse, le livre n'est jamais arrivé. Et le service client est hyper réactif. Ils sont vraiment super chouettes. Donc ça, c'est allemand. Pareil, les frais de port sont pas élevés s'il y en a. Je me souviens pas, mais je crois qu'il y a vraiment pas grand-chose. Je suis même pas sûre qu'il y ait des frais de port. Et sinon, il y a Better World Books, qui est la même chose. C'est un livre de revente d'occasion. Mais ça, c'est un site américain. Mais en ce moment, il me semble que pour le Covid, à cause des frais, de la situation sanitaire, il me semble que les frais de port sont offerts. Pareil, je vous mets tout ça en description. Vous n'avez pas besoin de moi pour visiter des sites internet. Hein. Si vous êtes sur Twitch, c'est que vous comprenez comment fonctionne tout ça, a priori. Qu'est-ce qu'on a ? Ah oui, il y a le projet Gutenberg. Ah non, j'ai pas ouvert ça. Ah si, il est là. Alors, on repasse sur le grand écran. Enfin, sur le grand écran. Pour moi, c'est grand écran. Il y a le projet Gutenberg. Alors, le projet Gutenberg, c'est un truc qui existe depuis super longtemps. C'est une mise à disposition d'ouvrages dans le cadre du Common. Common. Mince, j'ai oublié. Du Wikipédia, c'est quoi déjà ? Bon, du libre de droit. Voilà, on va dire du libre de droit. Et c'est trop bien parce que... Enfin, c'est trop bien. On trouve pas toujours... Moi, j'ai un peu de mal souvent à trouver ce dont j'ai besoin, mais parce que je cherche des trucs assez spécifiques. Mais ils ont pas mal de... Enfin, ils ont une offre qui a grandi en plus depuis la dernière fois que j'y suis allée. Et c'est gratuit, vous n'avez pas besoin de compte, c'est juste une base de données. Et vous trouvez des textes dans
énormément de langues. C'est vraiment super chouette. Donc pareil, si on peut aller voir là. Il y avait pas de Planet Stories à l'époque où j'y allais. Oui, vous avez la description du truc, et puis vous avez les différents formats dans lesquels vous pouvez le télécharger. C'est vraiment pas mal le projet Gutenberg. Gutenberg sera fier. Et sinon, vous avez mon site préféré. Après, je vous jure, on n'en a pas. Je vais pas faire catalogue pendant 2 heures. Il y a Internet Archive qui est vraiment trop chouette, ce site-là, parce que vous avez accès aux archives du monde entier. C'est un site qui est considéré par plusieurs États comme étant une bibliothèque. Alors c'est une bibliothèque numérique, mais c'est une bibliothèque quand même, donc elle donne accès à énormément de choses. Et vous avez, par exemple, tous les pulps de science-fiction sont disponibles dans une collection qui s'appelle Pulp Magazine. Donc une collection, c'est ça une collection. Hein. Vous avez des livres audio. Les pulps, c'est vraiment super chouette d'y avoir accès de cette façon-là parce qu'ils sont gratuits, ils sont pas... ils ont tout ce qui peut être disponible, y est presque. Il y a énormément d'ouvrages de référence aussi, ouvrages de référence en théorie de science-fiction qui sont disponibles sur ce truc-là. Pour certains livres, ils sont accessibles comme ça sans compte. Sinon, il faut avoir un compte lecteur. C'est un truc gratuit. Hein. Vous mettez juste votre adresse mail, un mot de passe, un identifiant et vous avez accès au prêt numérique, qui est quand même un concept qui me laisse perplexe, le prêt numérique. Mais en fait, vous téléchargez un EPUB protégé avec un DRM à date de péremption. Alors, si vous êtes sur Linux et que du coup, vous pouvez pas utiliser de logiciel propriétaire, ça marchera pas. Enfin, vous pourrez pas ouvrir ces fichiers-là, mais ils sont accessibles sur le site. C'est des pratiques de lecture différentes. Après, c'est pas toujours très agréable, mais bon, c'est trop bien ce site, c'est cœur. Je pourrais pas faire ma thèse si j'avais pas ce site-là. Voilà, sinon vous avez tout ce qui est Wikimedia Commons, mais bon ça, c'est sur Wikipédia quoi, enfin l'équivalent de Wikipédia, c'est une extension de Wikipédia. Vous avez également sur Radio-Canada, alors ça c'est pour ceux qui ont des enfants, je vais vous montrer. Radio-Canada, ils ont un site sur lequel ils mettent à disposition de la littérature. Donc vous avez l'actualité littéraire, hein, c'est l'onglet Ici on lit. C'est un truc de radio, donc forcément vous avez accès à la radio, et vous avez les livres audio, et c'est vraiment chouette parce qu'il y a plein de trucs pour les enfants. Il y a vraiment plein de choses. Si vous rentrez, bon là c'est juste une prévisualisation de la page d'accueil. Donc c'est pas, vous pouvez pas chercher par titre, mais vous pouvez le faire. Enfin, et c'est trop chouette. Radio-Canada, ils ont vraiment des ressources vraiment très très bien. En dehors du fait qu'ils ont des émissions de radio qui sont vraiment trop bien et que je vous conseille vraiment. C'est vraiment intéressant. La dernière fois, j'avais parlé de Plus on est de fous, plus on lit, et il me semble que c'est une émission de Radio-Canada, si je raconte pas de bêtises. Voilà, on a fini pour le catalogue. Youhou! Ensuite, si vous êtes plutôt intéressé par de l'ouvrage de recherche, attendez, je repasse en discussion. Si vous cherchez plutôt des ouvrages de recherche parce que vous êtes en master, même en licence, ou en doctorat, mais si vous êtes en doctorat, j'imagine que vous savez déjà. Vous avez accès, donc pour tous ceux qui sont inscrits dans des universités, aux bases de données des universités qui sont accessibles via vos identifiants étudiants. Et les bases de données sont vraiment des mannes aussi de documentation, de ressources, de lecture, lecture théorique pour le coup. Et pour tous ceux qui ont besoin de trouver de la documentation sur la science-fiction, je vous conseille Jester, je vous l'écris. Non, c'est pas comme ça que ça s'écrit. Je vois rien aujourd'hui, c'est terrible. Jester. Qui est une base de données anglophone, donc faut un peu parler anglais quand même. Mais c'est une base de données anglophone qui accueille Science Fiction Studies, qui est la revue de science-fiction qui a commencé à publier dans les années 70. Et c'est trop bien, il y a énormément de revues qui sont abritées dans cette base de données-là, par ce site-là. Et pour la science-fiction, c'est
the place to be. C'est l'endroit où il faut chercher. Si vous cherchez quelque chose, il y aura sans doute bonjour. C'est là que vous trouverez les documents, les articles. Enfin, c'est vraiment super, super important comme base de données. Sinon, vous avez accès à une plateforme qui s'appelle Open Edition. Open Edition, c'est la plateforme qui accueille les revues, alors les revues en ligne, les revues universitaires en ligne, les carnets hypothèses qui sont des espèces de blocs de recherche des universitaires, et puis les livres numérisés. Et c'est hyper intéressant parce que par exemple pour les presses universitaires de Rennes, ils ont une grosse politique de numérisation de leur collection et il y a pas mal d'ouvrages qui sont accessibles en ligne via Open Edition. Alors une partie des ouvrages sont accessibles librement, une autre n'est accessible que par les identifiants universitaires. C'est un peu contraignant pour tous ceux qui n'en ont pas, mais il y a toujours moyen de s'arranger. Et sinon, vous avez un groupe Facebook qui s'appelle la Bibliothèque Solidaire, qui est un groupe Facebook qui s'est monté pendant le premier confinement et qui est un endroit de partage, d'entraide, d'accès à des textes en période où on ne peut pas faire du prêt entre bibliothèques parce que les bibliothèques n'envoient pas de livres, parce qu'elles sont fermées, parce que si, parce que ça, elles ne peuvent pas acheter, les budgets sont... Enfin, la personne qui s'occupe des budgets ne travaille pas, donc elle ne peut pas commander de livres. Ouais, donc il y a ce groupe Facebook qui s'appelle Bibliothèque Solidaire, qui est vraiment trop chouette. Pour y avoir accès, il faut se faire inviter, je crois. Ou il faut... Enfin, sinon, vous demandez une invitation, mais c'est pas un blog... un blog, pardon. Un groupe en accès libre, comme ça. C'est pas le groupe de fans de Coldplay, quoi. On ne rentre pas comme ça facilement. Voilà, c'est fini pour la bibliothèque. Pour le catalogue, je vous laisse tranquille avec ça. Est-ce que vous avez... Hop, je ferme tout pour essayer de vous voir plus clairement. Est-ce que vous avez vous-même des trucs pour trouver des livres? Alors évidemment, il y a plein d'autres façons de trouver des livres. Il y a plein de sites plus ou moins légaux pour trouver des trucs. Je sais pas si j'ai le droit de... je sais pas si j'ai le droit de faire la promo, ce genre de truc, mais bon, en tout cas, dans les réseaux légaux, il y a tout ça. Et comme quoi, que les librairies soient ouvertes ou pas, c'est pas grave, parce qu'on peut toujours s'en sortir, en fait. On n'a pas forcément besoin du grand capital pour trouver les ouvrages qui nous intéressent. Et heureusement, parce que ça permet une recherche un peu plus libre et un peu moins contrainte par des enjeux financiers.